Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va voir une question qui est toujours d'actualité. Il s'agit du malaria, ou encore appelé paludisme, et anciennement appelé fièvre des marais. Donc, c'est quoi le paludisme? Le paludisme, c'est une maladie infectieuse, parasitaire, qui est due à un parasite unicellulaire appelé Plasmodium, qui est transmis à l'homme par piqûre d'insectes. Donc, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Cette maladie, elle est causée par des Plasmodium. Donc, il y a 4 variétés qui sont connues depuis très longtemps, à savoir le Plasmodium vivax, le Plasmodium ovale, le Plasmodium malare et le Plasmodium falciparum. Donc c'est le seul qui est responsable de formes graves. Là on parle de neuropaludisme. Actuellement, une 5e espèce a été identifiée en 2004 en Asie du Sud. Il s'agit du Plasmodium knowlesi, qui a été identifié, c'est le singe, et il est commun à l'homme et au singe. Donc il est responsable d'atteintes mortelles. Heureusement, elle est très rare. Sur le plan morphologique, il ressemble exactement au Plasmodium malare. Bon, pour le vecteur, il s'agit là de l'anophèle femelle qui est hématogène. Donc c'est un insecte à métamorphose complète. C'est un insecte holométabole, de sorte que l'adulte, la larve et la nymphe ont des morphologies très différentes qui sont adaptées à leur mode de vie. La vie aquatique pour les stades pré-imaginaux et la vie aérienne pour le stade adulte et imaginal. Pour ce qui est paludisme, c'est pas une maladie interhumaine. Donc on ne peut pas dire que le paludisme peut infecter une personne à partir d'une autre. Donc, si on veut parler du paludisme, il faut qu'il y ait une anophèle femelle qui va piquer un sujet malade et en même temps il va prendre des protozoaires et qui va les inoculer à un sujet sain en lui transmettant la maladie. Donc, on peut dire que le paludisme n'est pas une maladie interhumaine. Maintenant, on va parler schématiquement un peu sur le cycle parasitaire qui est très complexe, et cette complexité elle est due au cycle parasitaire qui rencontre la difficulté concernant la prévention contre cette infection. Donc on n'a pas de vaccin sûr, puisque l'OMS se lance et se félicite dernièrement du lancement du premier vaccin antipaludique au monde, mais dans le cadre d'un programme pilote. Donc, alors l'anophèle hématogène, infecté bien sûr, il pique l'homme sain. Comme ça, il lui injecte une quantité importante des hématozoaires dits sporozoïdes. Pardon. Donc, ces sporozoïdes, ils vont gagner par voie sanguine et vont rejoindre directement le foie, où ils vont parasiter les hépatocytes. Et en même temps, ils vont se multiplier. À ce moment, il n'y a aucune symptomatologie clinique, puisque cette période correspond à la phase d'incubation. Donc, certains sporozoïdes au niveau du foie, ils vont rester sous forme d'hypnozoïdes. C'est un genre d'hibernation qu'on appelle la schistosonie hépatique. Donc ces derniers peuvent se réveiller après plusieurs années. C'est le cas du Plasmodium ovale et vivax. Et c'est pour cela que dans notre pays, le vivax provoque des rechutes. Sinon, après plusieurs multiplications, ils vont quitter le foie en éclatant les hépatocytes pour être libérés. Ces sporozoïdes vont pénétrer directement dans la circulation sanguine et en même temps, ils vont attaquer directement les hématies. Ils vont se multiplier à l'intérieur des hématies et forcément ces hématies vont éclater et ainsi ils vont libérer d'autres sporozoïdes qui vont chercher à parasiter d'autres hématies et ainsi de suite. Donc
après plusieurs stades, ils vont atteindre la forme gamétocyte. Alors c'est là où, si une anophèle vient piquer cette personne qui est infectée, elle prend des gamètes. Dans ce cas, il va y avoir un autre cycle dans le tube digestif de l'anophèle. Donc il va y avoir une transformation de gamétocytes en gamètes. Donc il y aura une fécondation. Ils vont libérer des sporozoïdes qui vont être en concentration importante dans le tube digestif, surtout dans les glandes salivaires de l'anophèle, et comme ça, elle est prête à piquer et à infecter une autre personne saine, et ainsi de suite. Parlons un peu sur le plan clinique. Comme toute maladie, après une période d'incubation qui est silencieuse, qui est variable selon l'espèce du plasmodium en cause, et qui peut durer d'1 semaine à 3 semaines. Après, il y a un accès de primo-invasion. Donc les signes cliniques commencent à apparaître. Ce sont des signes cliniques qui ne sont pas très spécifiques. Par exemple, un syndrome grippal, surtout un embarras gastrique avec des douleurs abdominales, des vomissements, une diarrhée, des céphalées. On peut même avoir un herpès labial. Donc tous ces éléments qui ne sont pas spécifiques. Donc le diagnostic est rarement posé à ce stade. Si ce n'est la notion de séjour en zone d'endémie qu'il faudra rechercher devant tout malade qui présente un tableau d'embarras gastrique. Après, il survient l'accès franc-palustre. Donc c'est une fièvre périodique très typique du paludisme. On parle là de la fameuse triade frisson, fièvre et sueur. Mais il ne faut pas s'attendre à trouver ces éléments pour penser au diagnostic du paludisme. Parce que l'urgence dans le paludisme, c'est la forme neurologique. C'est le neuropaludisme qui est le plus grand urgence en parasitologie et qui est dû au Plasmodium falciparum. Les autres espèces, ils ne donnent pas de forme grave. Nous, on craint le Plasmodium falciparum. Et sur le plan clinique, il n'y a pas de différence si c'est la gravité du tableau clinique. Mais le neuroplasmodium peut se présenter au départ par une simple forme. Une forme simple, qui en absence de traitement, il peut évoluer vers la forme neurologique. Donc devant toute fièvre, c'est un sujet qui vient d'une zone d'endémie palustre, il faut penser au paludisme jusqu'à preuve du contraire. Devant tout trouble neurologique, c'est un sujet en revenant d'une zone d'endémie palustre, il faut poser directement le diagnostic du neuropaludisme et prendre en charge le malade en urgence. Donc, maintenant on va parler un peu sur l'accès de réviviscence. Donc, qui correspond à des accès qui surviennent à distance et qui est dû à la gystogonie hépatique. Donc, on avait dit tout à l'heure que certaines espèces, telles que le valet et le vivax, elles restent dans le foie en forme hypnozoïde. Et après quelques années, elles peuvent se réveiller et donc donner ultérieurement un paludisme. Et pour le traiter, il est très important de savoir de quel plasmodium il s'agit en même temps, parce que il y a des antipaludiens qui agissent au niveau hépatique pour éviter les rechutes chez les malades. Maintenant, on va parler un peu sur l'immunité. Il est important d'en parler. Alors, l'immunité, elle est acquise. Et on peut avoir une immunité. Mais elle est incomplète. Et elle n'est pas définitive. Et elle ne concerne que les sujets autochtones qui habitent en zone d'endémie. Donc, les sujets qui n'habitent pas en zone d'endémie n'ont pas d'immunité vis-à-vis du paludisme. Il faut être en contact avec plusieurs infestations pour acquérir cette immunité. C'est ce qu'on appelle une prémunition. Donc il survient après l'âge de 5 ans. Donc c'est pour cela que on a dit que le plus grand pourcentage des mortalités survient chez les enfants de moins de 5 ans. Parce qu'ils n'ont pas cette prémunition. Donc ils n'ont pas cette immunité. Alors que les autres, à force d'être en contact avec le plasmodium, ils acquièrent une certaine immunité. Donc ils font des formes moins graves, tandis que l'enfant qui n'ont aucune immunité vis-à-vis du plasmodium, ils font des formes graves, et donc le décès et la mortalité est élevé. Alors,
comment poser le diagnostic? On a dit tout à l'heure que toute fièvre, c'est un sujet qui revient d'une zone d'endémie palustre, est un palu jusqu'à preuve de contraire, même s'il est soumis à une chimioprophylaxie correcte, à 100%. Parce que la chimioprophylaxie ne protège jamais à 100% contre le paludisme. Il y a toujours un risque devant tout trouble. Il faut faire la goutte épaisse et le frottis pour confirmer le paludisme. Donc, on va voir maintenant l'évolution. Bien sûr, elle dépend de la rapidité et la qualité du traitement. Si on diagnostique le malade précocement, on le traite correctement. Normalement, l'évolution est favorable. Là, c'est les différents critères décrits par l'OMS, donc des critères de gravité qui indiquent que ce malade fait une forme neurologique. Donc cet accès pernicieux, c'est-à-dire un accès grave, c'est le neuropaludisme. Ils sont basés sur des éléments cliniques et biologiques, par exemple un coma, des convulsions généralisées, un choc, un syndrome hémorragique, de l'hypoglycémie, une anémie sévère, une insuffisance rénale, une leucopénie sévère. Donc, il faut garder en tête pour penser que craindre le neuropaludisme qui est causé par le falciparum, parce que c'est lui qui fait la gravité du paludisme. C'est possible que ce malade est infecté par un Plasmodium falciparum. Donc, c'est la seule forme qui est grave devant le paludisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.